Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, à 4 jours près, c'était il y a 3 ans, à la veille des vacances de la Toussaint, Samuel Paty était sauvagement assassiné. Un livre enquête aussi foisonnant que passionnant vient de sortir sur ce drame. Il est signé Valérie Igounet, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est l'omniprésence d'un mot qui avait depuis longtemps disparu de la une des médias, celui d'inflation. Les programmes, évidemment, ceux d'économie. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. Gallimard publie un guide ultime sur la saga Harry Potter. Forcément, elle l'a dévoré, Cécile. Et puis enfin, on va dévorer encore dans le plateau repas la chronique de Sandrine Ferreira. On vous a déjà raconté dans l'émission l'histoire du hamburger. Aujourd'hui, le versant santé du repas favori des ados avec notre diététicienne et nutritionniste qui, vous allez le voir, n'est pas opposée à sa consommation. Il y a quelques conditions quand même. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Conflans-Sainte-Honorine, 16 octobre 2020, il n'est pas tout à fait 17h. Abdullah Anzorov, long couteau à la main, se jette sur Samuel Paty au cri de Allahu Akbar. Il le poignarde à 17 reprises, puis le décapite. Il filme la scène et la poste sur les réseaux sociaux. Quelques minutes plus tard, il est abattu par des policiers de la BAC. Comment en est-on arrivé là? Quels mécanismes au pluriel ont conduit à l'assassinat de ce professeur d'histoire de 47 ans? Des erreurs, des fautes ont-elles été commises dans les jours et les semaines précédentes? Voilà autant de questions que documente le formidable livre enquête que publient les éditions Studiofact sous à la fois la plume de Valérie Igounet, mais également sous le dessin de Guy Le Benneret et à la couleur Mathilda. Je les cite tous parce qu'en fait c'est une œuvre collective. Valérie, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, journaliste, directrice adjointe de l'Observatoire du conspirationnisme. Vous avez fait déjà plein de bouquins. J'en ai fait quelques-uns. Quelques-uns, dans le même genre, très documentaire, très factuel, vous posez les choses. Pourquoi cette fois un roman graphique? Alors, j'ai fait plein de bouquins d'histoire, c'est-à-dire sources orales et écrites. C'est un roman graphique qui s'appuie sur les mêmes sources, on va dire, le même type de sources. Pourquoi un roman graphique? Parce que je voulais absolument embrasser un lectorat beaucoup plus large, dont celui des adolescents. Et je pense qu'il n'aurait pas lu un livre de 600 pages avec des petites notes, vous voyez, comme les autres. Je vois ce genre de livre. Voilà. Et à part Harry Potter, il y en a assez peu qui arrivent à se faire lire. Voilà, je crois. Et après, je considère que cette alliance texte-image, elle est incroyable. Je ne vais pas dire qu'elle est belle, parce que évidemment que la thématique s'y prête pas, mais c'est incroyable, je trouve, de découvrir les sources, la reproduction des sources par le dessinateur, de voir ses visages, et ça se lit beaucoup mieux, en tout cas c'est ce que je pense. Donc avant tout, pour embrasser un large lectorat. Vous racontez l'histoire de manière chronologique, mais elle est parcourue par des thèmes. Je voudrais qu'on commence par le contexte. Le projet de cet assassinat, c'est d'abord le projet d'un assassinat qui naît au fond dès l'été 2020. Oui, c'est ça. Oui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, j'allais dire, dans Crayon Noir, c'est qu'il y a deux itinéraires. Il y a celui de Samuel Paty, de ce prof, et en parallèle, il y a entre autres celui de l'assassin, et avec d'autres personnes dont on parlera certainement tout à l'heure. Mais c'est vrai que cet homme, en fait, Anzorov, dès l'été 2020, il publie des tweets, donc on parle beaucoup des réseaux sociaux. Il est signalé à une plateforme gouvernementale, ouais, tout à fait, Pharos. Il n'y a pas de conséquences à cette signalisation. Et très vite, on se rend compte qu'il doit trouver une cible. Il cherche. En fait, il cherche dès l'été et arrive la rentrée. Oui. Et c'est un deuxième élément de contexte très important. L'islam radical est en ébullition. Il cherche à faire monter les tensions parce que c'est l'ouverture du procès des attentats de 2015. Alors, il y a un contexte très anxiogène, comme vous le dites. Il y a évidemment l'ouverture du procès Charlie Hebdo. Donc, on est dans ce contexte-là. Mais en même temps, est-ce qu'on peut parler de hasard? Je ne pense pas, ça serait trop simple, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même à la lecture d'une publication sur un réseau social que Anzorov va se dire ma cible, elle est là. Et après, il ne va plus s'en détourner. Et là, c'est l'engrenage absolument terrible. Vous êtes, je le disais, directrice adjointe de l'Observatoire du conspirationnisme. Oui. Ces éléments de contexte et le fait que tout ça s'exprime, vous y avez insisté sur les réseaux sociaux, ça renvoie directement à tous ces thèmes, les fake news, le complotisme. Ça renvoie complètement. On est totalement dans un livre aussi qui dénonce le complotisme. Il faut bien savoir que, outre ces personnes qui délivrent ces messages complotistes, les protagonistes de l'ouvrage, dès que Samuel Paty
a été assassiné, mais c'est comme maintenant tout événement, hein, dans les secondes minutes suivantes. On commence à construire de la fake news. Mais oui, maintenant, avant c'était, j'allais dire, il fallait quelques mois, semaines, jours, et après on est dans les minutes, oui, et on commence à construire des fake news, complètement. Et là, c'est ce qui se produit, et c'est effectivement cet engrenage. Alors, à vous lire, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la notion de hasard, parce qu'on se dit non, c'est pas un hasard, c'est une toile d'araignée qui, à un moment donné, finit par se refermer et qui désigne Samuel Paty. Voilà quelques éléments sur le contexte, et juste après l'anti-sèche, on va repartir de ce moment où une élève, Zora, produit le mensonge qui va enclencher, mais en fait c'est déjà enclenché, qui va accélérer finalement toute l'histoire. L'anti-sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Je sais que je ne vous facilite pas les transitions aujourd'hui. C'est sûr. Vous revenez sur un mot qui est au cœur de l'actualité depuis quelque temps, le mot d'inflation. Oui, un autre sujet. Oui, effectivement, on en parle beaucoup parce que depuis un an et pour cause, le taux d'inflation en France et en Europe n'a jamais été aussi élevé depuis quelque temps. Mais avant de comprendre en quoi c'était vraiment pas une bonne nouvelle, on peut peut-être revenir sur ce que ça veut dire en fait. Et là, on rouvre les manuels de sciences économiques de classe de première, c'est ça? Première. C'est le moment où on en parle. Première en sciences éco, mais tout le monde n'est pas en première en sciences éco, donc un petit rappel s'impose, vous êtes d'accord? L'inflation est une situation de hausse généralisée et durable des prix des biens et des services. Cette situation correspond à une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. En clair, avec la même somme d'argent, vous pouvez acheter moins de choses qu'auparavant. En France, c'est l'INSEE qui calcule... Oui, avec deux indices. Alors le premier, c'est l'indice des prix à la consommation, excusez-moi, et l'autre, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisé. Ce sont des indicateurs de variation d'un panier de différents produits et services représentatifs de la consommation finale des ménages. Et dans le panier, on ne sait pas exactement ce qu'il y a, mais c'est fait exprès. Oui, on ne sait pas ce qu'il y a. Et pourquoi? Parce que sinon, certains producteurs ou commerçants changeraient les prix uniquement sur ceux observés par l'INSEE et ça changerait tout et ça casserait les calculs. Ça casserait les calculs. En tout cas, on pourrait les manipuler. Si on parle des sujets qui fâchent, en septembre, 4,9% d'inflation sur un an. Oui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a même parlé de la crise inflationniste la plus grave depuis les années 70. Elle est due à plusieurs facteurs. Alors oui, plusieurs. Alors je ne les ai pas tous, il y en a quelques-uns. Alors d'abord, la pandémie mondiale, ça a modifié certains besoins. La demande de certains produits a bondi et les entreprises n'avaient pas assez de stock. Donc, c'est très simple, le calcul est simple. Demande supérieure à l'offre égale prix qui augmente, on est d'accord. Ensuite, la guerre en Ukraine a provoqué une augmentation du prix des matières premières, car l'Ukraine était en guerre, elle exporte donc moins de produits, et donc les prix augmentent parce que le produit devient rare, enfin plus rare. Et enfin, la politique de relance budgétaire massive a également amplifié ce phénomène. Pour tenter de soutenir la population, le gouvernement met en place des aides, et donc les aides publiques bondissent. Donc ces dépenses publiques stimulent la demande, et accentuer la pression inflationniste. Et enfin, dernier point, il y a la baisse de l'euro qui atteint la parité avec le dollar. Les quatre principaux leviers d'explication. La lutte contre l'inflation, qui est un des axes du projet de loi de finances 2024, qui est entré en discussion. Exactement, avant la fin de l'année, incessamment sous peu. Le gouvernement a annoncé la mise en place de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu de l'inflation. Il sera rehaussé de 4,8%. Alors c'est pour éviter de pénaliser les gens qui ont été augmentés par leur employeur, qui justement voulaient éviter qu'ils subissent l'inflation. Et en étant augmentés, certains auraient pu devenir imposables alors qu'ils ne l'étaient pas. Voilà à quoi sert cette indexation. Et on parle aussi de désinflation pour les prochains mois? Oui, alors la désinflation, c'est le taux d'inflation qui baisse légèrement. Autrement dit, les prix continuent à augmenter, mais moins rapide qu'actuellement. Mais ça, c'est pas vraiment certain. Bon, allez, on va le suivre. En tout cas, on révise tout ça à l'école. Et si on a été sérieux en classe de première, en sciences économiques, on comprend tout. Tout à fait. Génial, c'est formidable. On se retrouve pour la récré. Grand oral, Valérie Gounet. Valérie Gounet a rencontré des dizaines de personnes, des amis, des collègues, la famille, les élèves. Elle a compulsé des centaines, peut-être des milliers de pages de documents. Crayon Noir est un livre d'une foisonnante richesse qui multiplie les points de vue pour éclairer l'assassinat de Samuel Paty. On a parlé du contexte. Je voudrais qu'on plonge dans l'établissement, dans ce collège de Conflans où Samuel Paty enseigne alors depuis 3 ans. Il y est un enseignant à la fois apprécié par la majorité de ses collègues, des élèves, des parents, avec des méthodes qui font débat, qui font discussion. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas rencontré la famille. Ça, je voulais le préciser, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interview, aucune parole directe de la famille, par contre. Oui, donc en fait, on a découvert par ces entretiens, par les collègues,
par tous ceux qu'on a rencontrés, par des documents, que est-ce que c'est un enseignant singulier? On n'en est pas si certain. Qu'est-ce qu'un enseignant atypique? Chacun a sa méthode. Sa façon de faire. Ouais. En tout cas, c'est un homme qui veut ouvrir au maximum à ses élèves à de multiples domaines et à de multiples domaines. Ce qui revient beaucoup, c'est qu'il fait confiance en leur intelligence et pour ça, il s'autorise à les bousculer un peu. C'est ça. Il a ce qu'il peut appeler une méthode trash. Donc c'est vrai qu'il lui arrive de, pourquoi pas, montrer des documents qui peuvent choquer. Et selon lui, cette méthode peut justement amener à une réflexion globale, à une discussion, surtout suite à la proposition, par exemple, d'une diapositive. Et c'est pour ça qu'il projette ces caricatures de Mahomet. Entre autres, oui. C'est pour ça, c'est-à-dire que... Ça rentre dans ce dispositif pédagogique. Voilà, et qu'il est sur une thématique sur la liberté d'expression, être ou ne pas être Charlie. Et il décide de projeter un 5 octobre, donc plusieurs caricatures de Charlie Hebdo. Et là, on croise une autre histoire, celle d'une élève que tous les profs du collège qui la connaissent un peu trop bien, c'est Zora. C'est Zora qui, le lendemain, Samuel Paty fait... entre guillemets le même cours pour une autre classe de 4e. Et donc, il faut bien préciser que le premier jour, il avait demandé à des élèves qu'il les avait prévenus. Je vais soumettre des caricatures qui peuvent vous choquer. Ceux qui veulent sortir peuvent le faire. 5 élèves sortent, accompagnés d'un adulte. Le deuxième jour, il leur demande de fermer les yeux puisqu'il n'y a pas d'adulte pour les accompagner. Ça, c'est quand même le contexte qui est important, puisque cette Zora, qui n'est pas en cours, mais on l'apprendra bien plus tard, va, entre guillemets, instrumentaliser cette histoire pour justement justifier l'exclusion qu'elle a pour mauvaise conduite, on va dire. Donc, papa, je t'explique, moi, si j'ai été exclue, c'est que tout simplement, je me suis opposée à Monsieur Paty, qui, c'est honteux, il nous a montré des caricatures qui insultaient le prophète Mahomet, etc. Et il m'a fait sortir et je suis exclue. Et c'est là où la fake news se met en place, avant même l'événement, puisque tout démarre de cette fake news. Ce qu'on repère, c'est que dans un premier temps, le premier signalement qui est émis de l'incident qui s'est produit, premier signalement émis par l'administration, il cible Samuel Paty. Oui. Oui, cible Samuel Paty. En fait, ce qui est intéressant et ce que vous dites, ce que vous signalez, c'est que très vite les choses s'emballent. C'est-à-dire que le lendemain du premier cours, une maman appelle en disant que sa fille a été heurtée, qu'est-ce qui se passe? La principale, la personne responsable, entre guillemets, de l'administration du collège, s'étonne, appelle Samuel Paty, qui vient s'excuser, etc. Et les choses viennent comme ça. Et c'est vrai que très vite, des signalements se font émanant du collège, parce que l'inquiétude, en fait, s'amplifie rapidement. On sent que quelque chose est en train de cristalliser. Oui, exactement. Et l'engrenage, on s'en souvient, ce mensonge initial de Zora, il n'est pas détecté. Le père qui publie une première vidéo sur les réseaux sociaux, Anzorov à Évreux, qui a trouvé sa cible, la cible qu'il cherche depuis plusieurs mois, en fait. Ce qu'on remarque ensuite assez vite, donc ça monte, c'est quand même ce qui apparaît à vous lire. Alors, ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi. Peut-être que vous allez me contredire. Mais bref, c'est une naïveté absolument abyssale de l'éducation nationale face aux objectifs et aux moyens des islamistes radicaux. Parce que ça fait quand même longtemps qu'ils ont fait de l'école une cible. Depuis plusieurs années, ils l'ont annoncé, ils l'ont dit. Et là, bon... alors, on a un établissement qui va bien réagir, des collègues... Enfin, tout ça est plutôt sympa, j'allais dire, sur le terrain, quoi. Mais en tant qu'institution, c'est quand même pas génial. C'est super compliqué, surtout quand on rencontre les profs qui nous retracent ce qu'ils ont ressenti. Alors, quand vous parlez de cette première publication, il faut bien savoir que Samuel Paty est nommé et que l'adresse du collège est citée aussi. Donc, c'est pas rien. Et qu'après, il est épaulé par un propagandiste islamique qui va faire aussi que... Mohamed Sifraoui. Exactement. Anzorov aussi donc, va lire cette publication et va se dire, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est lui. C'est lui. Mais c'est vrai qu'aussi, par tous ces entretiens et ces documents, on s'est aperçu, on a entendu que le décalage énorme entre l'administration qui expliquait non, on gère, nous la sécurité, on gère. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Et vous gérez votre enseignement et vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Mais au fil de l'histoire, au fil de ces jours, ça va très très vite. Et il y a des messages qui sont plus qu'inquiétants, des actes qui sont plus inquiétants. Mais on fait comme s'ils n'existaient pas. Ou au cas s'ils n'avaient pas la portée qu'ils vont avoir. Je crois que le mot déconnexion, il a été employé par quasiment tous les témoins, tous les collègues de Samuel Paty.
ils se disaient mais on a peur, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Ouais. Ne vous inquiétez pas. Il y a à la fois, je peux pas vous montrer toutes les pages, mais il va falloir que vous fassiez confiance. Il y a de tout dans ce roman graphique, c'est super riche. Vous avez la reproduction de documents qui vient, ici, en regard d'une histoire racontée façon BD. Il y a également à la fin, et c'est absolument passionnant, énormément de témoignages que vous avez recueillis et qui sont des témoignages au long d'un certain nombre d'enseignants, des parents aussi. Crayon noir, Samuel Paty, Histoire d'un prof, c'est aux éditions Studio Fact. C'est signé au dessin Guy Le Benneret, à la couleur Mathilda, au texte Valérie Gounet. On prend une petite récré avant d'aborder le dernier temps de cet entretien. On a un peu besoin quand même. La récré, Cécile Fournier. Cécile, Oui. vous êtes fan d'Harry Potter. Oui. Et ben voilà. Et donc vous allez nous parler, bien sûr, du nouveau livre édité par Gallimard Jeunesse, Harry Potter, le guide ultime. Autre Il faut le ambiance. monter encore un peu plus. Je Je vais le montrer. Brandissez-le. Le livre officiel, hein, Le livre, il y a écrit en bas à vraiment droite. tout. Et je vous rappelle que les 7 tomes de Harry Potter a été vendu à plus de 500 millions d'exemplaires. Donc il y a vraiment tout qui concerne les 7 tomes de la saga. Harry Potter, pour les personnes qui auraient vécu dans une grotte depuis 20 ans. Et oui, c'est possible. C'est possible. Il y en a. Je vais rappeler là, peut-être. Harry Potter, c'est un jeune sorcier qui perd ses parents, qui sont tués par Voldemort. Faut pas dire son nom, mais c'est Non, Voldemort. trop tard. Et il va vivre des aventures avec ses 2 meilleurs amis, Hermione et Ron, qui sont également des sorciers. Bon, il y a quoi dans le bouquin alors? Ah, vous êtes impatient, je vais vous montrer. Ouais. Je ne vais pas tout vous montrer. Il y a des fiches d'identité sur les personnages. Important, il y en a J'ai beaucoup. appris que Voldemort, celui qu'on ne nomme même pas, est né un 31 décembre, comme ma belle-mère, comme quoi. Il y a peut-être un lien Il y a alors. peut-être un lien, on ne sait Super. pas. Non, on trouve les règles du Quidditch, ce sport pratiqué Oui. à Poudlard, une carte de Poudlard pour se repérer, Normal. les différentes plantes, le snargalouf et le champifleur, et aussi les différents cours. Et par exemple, les enfants ont dû se pencher sur une dissertation. La crémation des sorcières au XIVe siècle était complètement inefficace. Expliquer pourquoi. C'est bien, dans la série du fake news, c'est pas mal non plus. C'est très Poudlard, tout ça. Il y a aussi la liste des prix dans le monde des sorciers. Sachez que 30 grammes de foie de dragon, c'est 17 mornis. Là, je ne peux pas vous dire s'il y a eu inflation ou pas, mais c'est le prix. Je vois que vous avez pris la baguette, là. Il y a aussi des incantations. Oui, attendez. J'ai pris ma baguette, je sais pas. Ah, vous révisez les incantations. Ça va peut-être marcher. Bloc Clang, est-ce que ça marche? Ah non, c'est pas ça, il faut arrêter de parler. Ça va peut-être plus marcher. Ah, ça a marché. Je suis super émue. Excusez-moi, je m'y attendais pas. Ensuite, nous avons Dantes Augmento. Ah oui, vous avez bien révisé. Ouais. Vous êtes gentil, vous jouez avec moi. J'ai l'impression d'avoir 4 ans. Et Dissendium. Pas moi. Dissendium, ça ne marche pas. Non. Donc ma chute ne marche pas parce que je croyais que j'allais devoir redoubler, mais bon, je ne vais pas devoir redoubler finalement. Bon. Je me débrouille pas si mal. Voilà. C'est génial. Hein. Voilà. C'est un beau cadeau de Noël. C'est un beau cadeau de C'est un Noël. cadeau, on se cotise ou ça coûte combien? 35 €, on peut peut-être se D'accord. cotiser avec les On grands-parents, peut mais se en tout cotiser, cas, mais c'est pas mal. c'est comme une encyclopédie. Vous piochez de ci, de là, et c'est très, très, très sympa à regarder. Voilà, très coloré. Voilà. Vous voulez ma baguette Ouais, magique? professionnel. Wingardium Leviosa. Ah bah voilà, ça marche à tous les coups. Merci Cécile. Grand oral, Valérie Gounet. Il aimait le rock, le ping-pong et les blagues à l'ancienne. Il aimait surtout l'histoire, son enseignement, ses élèves. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, Samuel Paty était assassiné. On en parle avec la journaliste et historienne Valérie Gounet, autrice de Crayon noir, Samuel Paty, Histoire d'un prof. Vous êtes historienne, je voulais qu'on s'arrête sur cet aspect. La pédagogie de Samuel Paty, elle vise à faire des têtes bien faites, pas seulement des têtes bien pleines. C'est pour ça qu'il montre plein de documents. Et là, il y a quand même un clivage entre un certain nombre de personnes qui disent qu'il faut un enseignement plutôt passif de l'histoire. On va prendre des dates par cœur. Et puis celles et ceux qui pensent que l'histoire, c'est aussi un moyen d'éveiller le sens critique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, Il n'y en a plus trop des premiers. la très grande majorité des enseignants sont sur la deuxième méthode, évidemment. Non, il y en a. Mais dans le discours public, il y en a beaucoup qui prétendent que la première serait bien. Oui, mais c'est pas parce que, et vous le savez, qu'il y a un discours public qu'on va justement Faire comme ça dans les salles de classe. Ça c'est clair, oui. Ce sens critique qu'il faut activer, et c'est là où ça fait lien avec l'autre fonction que je n'ai pas rappelée, qui est directrice adjointe de l'Observatoire du conspirationnisme, c'est que c'est le meilleur antidote. Oui, je pense, quoi. Si on veut parler, évidemment... Alors, quand on est plongé, comme on est à l'Observatoire du conspirationnisme, tous les jours, sur ces tweets, sur des tweets haineux, évidemment, sur des tweets antisémites, sur des tweets... en fait, il y a... en tout cas, nous, ce qu'on a trouvé avec Rudi Reichstadt comme solution, c'est en fait de les décrypter et tout simplement de proposer aux lecteurs qui sont-ils, c'est quoi cette plateforme, d'où vient-elle, qui l'anime, etc. Et on pense que oui, d'une façon vraiment, j'allais dire presque neutre. Entre guillemets, journalistique, avec des sources,
Et on pense que oui, c'est la meilleure solution, bien sûr. Ce que montre votre livre, du moins je trouvais, c'est que l'assassinat de Samuel Paty, c'est pas un fait divers, c'est un fait social, c'est le résultat d'un tas de dynamiques qui traversent notre société. C'est ça que vous avez voulu montrer, c'est comme une... Moi j'allais dire, on le voit graphiquement, on voit l'engrenage. Oui, c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est ce que Guy a dessiné aussi et a mis en texte aussi. Hein. Et ce qu'on a aussi... Il y a plein de choses en fait qu'on a voulu montrer. Mais il y a vraiment un avant et un après Samuel Paty. Ça, je crois que ce livre en témoigne, on le savait, mais je peux vous assurer que les enseignants du Bois d'Aulne qui l'ont côtoyé... Le Bois d'Aulne, c'est le nom du collège. Excusez-moi, ouais, le collège. Ah non, c'est moi, j'aurais dû le dire, à Conflans-Sainte-Honorine. Il a été question à un moment de le rebaptiser. Il est toujours question, mais il y a plusieurs... Et il y a le débat, il y a celles et ceux qui disent, y compris pour Samuel Paty enseignait au Bois d'Aulne, donc ça reste le Bois d'Aulne. Et celles et ceux qui disent, ah bah non, si on veut rendre hommage, il faut donner le nom. Et c'est vrai qu'un collégien lui disait, indirectement par sa mère, le collège de Monsieur Paty, ils l'appelaient tous Monsieur Paty, c'est le collège du Bois d'Aulne. Pourquoi le débaptiser? Et donc, en tout cas, il y a beaucoup de collégiens qui sont dans cette réflexion. Il faut que ça reste son collège. Et pour ça, c'est le Bois d'Aulne. Oui. Un après Samuel Paty, est-ce que, comme il le disait, lui souhaitait, et bien longtemps avant, hein, il voulait que sa vie et sa mort servent à quelque chose? C'est incroyable de lire de telles paroles, évidemment, hein, quand on sait l'issue tragique de la vie de cet homme. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions, hélas, qui sont faites par rapport à la liberté d'expression. En tout cas, on essaye de faire évoluer ces concepts et de les faire assimiler vraiment aux des élèves. Il y a un prix, Samuel Paty, qui en fait est là pour... et je peux vous dire que quand on assiste au prix, quand on voit ces classes... Oui, il y a une remise du prix, c'est à la fin, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Oui, et c'est dans une semaine, là. D'accord. Et en fait, il y a une thématique chaque année. Vous montrez les remises des prix. Il y a quelques classes qui sont évidemment sélectionnées et qui reçoivent des prix. Et quand c'est pour ça qu'on a fini par les planches Samuel Paty. Déjà parce que la dernière, on voit des élèves souriants sans texte. Donc l'histoire, la boucle est bouclée. On est à la Sorbonne, vous voyez. Et puis, ils sentent... En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti peut-être en tant qu'adulte et en tant que mère. On a l'impression qu'ils sont tellement heureux qu'ils veulent continuer. Voilà. Ils veulent continuer. On les voit, les héritiers et les héritières de ce travail-là. Vous étiez le week-end dernier au rendez-vous de l'histoire de Blois. Oui, c'est ça. Qui évidemment est un pôle, un repère de profs d'histoire géo. Je puis en témoigner, vous étiez arrivé avec des dizaines et des dizaines d'exemplaires, ils sont partis en 2 heures. Oui, on était sur le stand de l'association des profs d'histoire-géographie. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces enseignants? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous disent... il y en avait pas mal qui avaient les larmes aux yeux. Hein, ils nous disent... Beaucoup nous ont dit vraiment merci. En fait, le mot, c'était merci, merci, merci d'avoir fait ça. Voilà, c'était... Ils nous remercient. Ils aiment le livre, mais là, je le dis vraiment humblement, c'est pas du tout pour... mais ils ont beaucoup aimé le livre et ils ont beaucoup aussi aimé la façon aussi... oui, on parle évidemment de ce drame, mais on parle aussi des élèves, de ces élèves. On parle aussi du Samuel Paty d'avant. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, parce qu'on ne va pas l'identifier qu'à cet assassinat terroriste. Bien sûr, il doit y avoir des tas d'effets de miroir. Bien sûr, on parle d'un prof banal, qui n'était pas si banal, mais je crois que c'est ça aussi, quand on faisait les petits mots et les petits dessins, tous ces profs qui sont vraiment incroyables, qui prennent la main de nos enfants et qui les emmènent à leur manière vers cet univers de savoir infini, quoi. C'est ça qui est bouleversant aussi. Merci beaucoup Valérie Gounet. Vous restez avec nous. On va aller dans un endroit plutôt sympa des établissements scolaires. En principe, sympa où passer la cantoche. C'est plateau repas aujourd'hui, jeudi. Cécile, merci beaucoup. Et Crayon Noir, je le remontrerai en fin d'émission. Samuel Paty, Histoire d'un prof, c'est chez Studio Fact Édition. Merci. Merveilleux bouquin. À bientôt Cécile. Sandra, plateau repas, hamburger. On ne sait pas qui a eu cette idée folle, non pas d'inventer l'école, mais d'inventer la journée internationale du hamburger. En tout cas, c'est réussi, tout le monde en parle. Hein. Sandra, bonjour. Bonjour, Anne. Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Plateau repas, c'est votre chronique. Et on parle du hamburger, le petit, le gros, le haut steak haché, le
au poulet, le poisson, le vegan, le sandwich le plus connu qui a son jour de gloire. Et oui, il a son jour de gloire, la journée internationale du hamburger. Et objectivement, je vous avoue qu'on ne sait pas trop D'où ça vient et à quoi ça sert. d'où ça vient ni à quoi ça sert. Mais bon, on ne sait même pas s'il y a une cause à défendre. Ouais. On sait juste que certains fans souhaitent qu'on mange un hamburger ce jour-là. Bref, moi je trouve que ça a le mérite de permettre d'aborder ce sujet du hamburger que les enfants adorent, d'ailleurs pas que les enfants. Et chaque année, sachez qu'on en consomme 1,7 milliard dans l'Hexagone. Milliards. Milliard. Ça commence à écrire milliards, je me suis dit, il y a une coquille. Ah non, c'est pas une coquille. Ok. C'est vraiment milliard. Bon, alors le hamburger qui n'a évidemment pas forcément bonne réputation quand on pense diététique et nutrition. Bien sûr, il n'a pas bonne réputation, mais mon avis est clair là-dessus et ça n'engage que moi. Un hamburger, ça rentre totalement dans le cadre d'une alimentation équilibrée, aussi bien chez les enfants que les adolescents et les adultes. C'est là Alors, où elle va vous dire mais. Vous allez voir. Alors, Mais. je vais essayer de ne pas dire le mais il faut le faire maison. Effectivement, si on veut qu'il rentre dans le cadre de l'équilibre, c'est fait maison. Je vous rassure, c'est rapide, c'est rigolo. Vous achetez du pain hamburger, je vous demande même pas de le faire. Vous mettez, alors en version simple, vous mettez un steak haché, une tranche de fromage, un peu de légumes, un peu de salade, un peu de tomate, un peu de ketchup, un peu de moutarde et vous lavez votre sandwich équilibré. On a quoi avec le pain, le féculent qui apporte de l'énergie, la viande, donc la protéine, le petit fromage, c'est le produit laitier, on a les légumes et donc finalement on est pas mal au niveau de l'équilibre et surtout c'est sympa à faire en famille. C'est équilibré, mais c'est léger. On peut faire plus léger. Bon, comment on fait? Alors, comment on fait plus léger? Vous pouvez, si vous voulez vraiment faire un hamburger léger, remplacer le steak haché par un steak haché qui serait à 5% de matière grasse plutôt que 15%. Si vous allez chez le boucher, vous lui demandez juste un steak haché maigre. Sinon, c'est inscrit sur l'emballage. Donc ça, on va déjà gagner l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile par steak haché, mine de rien. Pour varier les saveurs aussi, si on en a un peu ras-le-bol du steak haché de bœuf, pourquoi pas un steak de thon, un steak de saumon, voire un steak végétal ou au tofu. Rajouter des légumes grillés, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la tomate. Alors, le rond de tomate et la feuille de laitue, quoi. On peut mettre des petites aubergines grillées, des courgettes grillées, ça change un petit peu, des herbes, de la ciboulette, du persil, il faut donner du goût, un peu d'échalote émincée qui va donner des petits antioxydants, des très bonnes molécules pour la santé. Ce que j'adore avec vous, c'est que je ne mange pas d'échalote, je mange de l'antioxydants. Oui, c'est ça. À chaque fois que je mets un petit peu de... sauce, ketchup. Vous avez expliqué ici même que c'était pas gras le ketchup. Non, c'est pas gras, c'est de la tomate avec du sucre, effectivement. On a encore moins sucré, c'est la sauce salsa, ça s'achète déjà, je pense qu'on met dans les tacos ou dans les faritas, donc c'est moins sucré. Vous pouvez aussi opter pour une couche de tzatziki, vous connaissez? C'est du fromage blanc à concombre. Oui, on a le calcium, on a un petit peu de légumes, ou le guacamole, une petite purée d'avocat dans votre hamburger. L'avocat, c'est du bon gras, c'est ça? Et c'est du bon gras pour le système cardiovasculaire, Emmanuel est parfait. Et le pain? Et le pain, on peut améliorer aussi en prenant du pain complet ou semi-complet aux céréales. Ils en vendent maintenant des petits pains hamburgers qui sont plus riches, donc plus rassasiants et meilleurs pour le transit intestinal. Je réussirai à vous avoir à un moment donné. Parce que le problème du hamburger, c'est pas le hamburger, c'est la frite. Alors, les frites ne sont pas indispensables. Le problème, c'est les frites. Les moules ne sont pas indispensables. Mais si vous voulez... les moules, j'ai dit. Les frites ne sont pas indispensables. Mais si vous voulez tout de même des frites, alors, ou vous les voulez un peu légères et vous les achetez... Alors, elles n'ont pas le même goût, je vous l'accorde. Vous les mettez au four et elles sont beaucoup plus légères. Enfin, les frites spéciales pour four, en fait. C'est ça. Ou vous avez un type de friteuse spéciale où on met qu'une cuillère d'huile. Donc là, vous épluchez vos pommes de terre, vous faites vos frites. Et il existe des friteuses spéciales où on ne met qu'une cuillère d'huile, ou vous remplacez les traditionnelles frites par une bonne salade verte ou une soupe, voyons. D'accord. Donc, le hamburger normal, c'est-à-dire qui dégouline de cheddar, avec des oignons partout, frits, tout ça, c'est pas possible? Eh bien, je vous dis oui, si, c'est possible. Si, Emmanuel, parce que l'équilibre, qu'est-ce que c'est? Et on se le rappelle, c'est des plus et des moins, c'est ça l'équilibre. Alors, quand c'est un peu moins si je mange pas sain, pendant un mois, j'ai le droit d'en manger. Non, pas à ce point-là. Mais si on mange un hamburger, un vrai, de vrai, qui dégouline de partout avec 2 steaks hachés, on a tout débordé, eh bien, naturellement, le corps n'aura pas envie d'en refaire un lendemain. Vous allez forcément manger quelque chose de plus léger, ça va s'équilibrer. Si, je le crois et j'en suis sûre. Si ça reste occasionnel, le seul mot que j'ai à dire à tout le monde, c'est savourer. Occasionnel et fait maison. Fait maison, c'est mieux. Mais s'il n'est pas fait maison, savourer quand même. Et ça reste occasionnel. Voilà, et puis c'est tout. Bonne journée du hamburger. Allez, salut. Voilà. Merci beaucoup, vive le hamburger. Valérie, merci beaucoup. Crayon noir, Samuel Paty, histoire d'improv, Guy Le Benneret au dessin, Mathilda pour la colorisation des dessins, Valérie Gounet pour l'enquête. C'est bourré de témoignages, quand même, on peut insister. Les profs, ils ont tous accepté de vous parler? Non, pas tous. Pas tous. Et vous leur avez écrit, et je crois que vous avez dit, j'insiste pas. Exactement.
un mail. Ceux qui ne répondent pas, je respecte. Les autres, on y va. Ça donne un ouvrage qui est à la fois passionnant, extrêmement instructif, très saisissant aussi, assez émouvant, allez, je l'avoue. Merci donc de nous avoir rendu visite sur le plateau de La Quotidienne. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Emma Razafin-Dralambeau pour le maquillage, Emma Frari en régie, Marine Plantec a préparé l'émission, Saïd Mamou au son, Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.